canicross, c'est ni plus ni moins que l'union d'un chien et d'un humain dans un effort commun qui est la course à pied. Donc pour vous donner une image, le chien est devant le maître, donc il a un harnais, on a une longe élastique et un baudrier côté de l'humain. Et le chien va fournir un effort en même temps que le maître, donc il va tracter. Et donc on va courir globalement en survitesse. Donc c'est vraiment l'union de l'énergie d'un chien et d'un humain dans la course à pied. On va aller un peu plus vite que ce qu'on ferait naturellement. Et les meilleurs du monde aujourd'hui en canicross font des 5 km à entre 24 et 25 km/h de moyenne. Donc c'est dire la vitesse et l'énergie que le chien apporte dans le binôme. Donc c'est vraiment une interaction assez forte entre le chien et le maître, parce qu'il faut de la connexion, de la complicité, de la confiance, de la compréhension et puis de l'adaptation à chacun. Voilà. Donc c'est vraiment une belle discipline. J'ai vu 3 spécialistes, des chirurgiens notamment, et qui me disaient que oui, sûrement que je pourrais recourir comme ça si jamais j'avais de la chance, mais que ce serait impossible de refaire du sport de haut niveau. Voilà. J'avais une grosse hernie discale avec une grosse compression, une grosse discopathie L4 L5, donc j'avais le dos vraiment en vrac. Mais par contre, je savais pertinemment que en arrivant sur ces championnats du monde au mois d'octobre, donc quelques mois après avoir récupéré Link et un peu de mobilité, les chances étaient très 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 fines, parce que ça se joue à des secondes, parce que le niveau est très élevé, et que j'avais aucun recul. J'avais pas de saison derrière moi pour apprendre à Link le job. J'avais 0 recul. Donc j'y allais vraiment avec mes tripes, la préparation, l'envie, et cette idée de se dire ok, là ce que tu vas vivre, il y a quelques mois tu t'avais tiré un trait dessus parce que tu savais que tu ne pourrais plus jamais revoler en canicross, et là tu as cette occasion là, donc prends juste du plaisir et savoure. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses à faire: vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Anthony Lemoigne, qui va nous permettre de traiter de course à pied sous un angle inhabituel, vous allez le voir. Anthony est en effet un athlète de très haut niveau en canicross, cette discipline qui combine le meilleur de l'humain et de l'animal et permet de vivre dans son cas des courses à très haute intensité. Cette interview a été pour moi l'occasion d'en savoir beaucoup plus sur cette discipline que je méconnaissais jusqu'alors, et j'avoue avoir été sidéré par le niveau de performance des athlètes en canicross, avec des vitesses moyennes flirtant parfois avec les 30 km/h. Oui, vous avez bien entendu, 30 km/h. Anthony va revenir sur son parcours sportif et son palmarès étourdissant, mais surtout partager avec nous la renaissance qu'il a connue après que 2 piliers clés de sa vie se soient délités suite à une blessure au dos très handicapante qu'il a connue, mais aussi à la blessure de son partenaire de course qui a dû mettre fin à sa carrière prématurément. Croyez-le ou non, ce chien s'appelle Phoenix, et c'est aujourd'hui une histoire de renaissance que je vous propose de vivre à l'occasion de ces championnats du monde 2018 de canicross. Mais je ne vous en dis pas plus. Anthony va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, acte de renaissance. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Anthony, je suis ravi de te recevoir dans ce 48e épisode de Course Épique. Comment vas-tu ? Écoute, bonjour Guillaume, je suis ravi de partager ce moment avec toi. Ça va très bien. Espérons qu'il soit épique. Oui, c'est ça, espérons que ce soit épique. Il le sera. Ça va très très bien. Météo maussade chez moi aujourd'hui, mais le soleil est dans le cœur et dans la tête, donc tout va très bien. C'est le principal, celui-là au moins on le contrôle. C'est ça, exactement. Anthony, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs en quelques mots ? Bien entendu, donc Anthony Lemoigne, j'ai 41 ans. J'habite en Normandie, je suis marié et j'ai 2 magnifiques enfants, en toute objectivité. Forcément. Je suis passionné par beaucoup de choses. J'aime les voyages, j'aime les animaux, j'aime le sport, j'aime les gens. J'aime vivre la vie à 100%.
Et puis aujourd'hui, dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, c'est vraiment le fil conducteur de faire les choses très bien et avec passion. Voilà. Et est-ce que tu aimes les podcasts? Alors j'aime les podcasts, j'en ai fait quelques-uns et je trouve ça aussi très instructif parce qu'on apprend aussi des expériences des autres. Et j'aime beaucoup échanger avec tout à chacun, que ce soit des sportifs de haut niveau ou des gens voilà que je croise dans la vie de tous les jours, parce que je trouve que le cumul des expériences de chacun nous enrichit et nous guide parfois dans la prise de décision. Donc j'aime beaucoup les podcasts parce que les gens se livrent. Voilà. Exactement, l'authenticité, c'est ça qui est chouette dans les podcasts. Exactement. Il n'y a pas de faux semblants, surtout quand sur des formats assez longs où on prend le temps d'aller en profondeur dans les choses. C'est moi ce que j'aime bien faire en tout cas dans Course Épique. C'est ça, Anthony, est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant puis ado? Quelle place tenait le sport dans tes plus jeunes années? C'était très présent déjà? Oui, le sport a toujours été, on va dire, pour moi, un exutoire et un fil conducteur. Quand j'étais petit, j'étais très introverti. Un peu maltraité parfois par mes camarades et le système scolaire en général. Et c'est le sport qui m'a aidé à me trouver finalement, à me réaliser et puis à prendre tout simplement confiance en moi. Donc le sport n'a pas qu'une vertu de plaisir dans la pratique. Pour moi, c'est vraiment un chemin de découverte, d'apprentissage et de réalisation de soi. Donc le sport a vraiment une place importante et c'est vraiment le sport qui m'a progressivement aidé à m'exprimer finalement. Moi qui étais un petit garçon voilà, très timide, très introverti et qui gardait toutes ses souffrances pour lui. Donc le sport est très important pour moi, le sport au sens large. Voilà, je trouve que ça véhicule de belles valeurs et ça aide vraiment les individus à se réaliser quand il est bien pratiqué et bien encadré. Et tes premiers bonheurs en sport, c'était quoi les disciplines qui t'amusaient ou qui t'épanouissaient le plus quand tu étais plus jeune? Alors moi j'ai rarement aimé les sports collectifs. Je suis quelqu'un, alors non pas que je n'aime pas les gens ou l'équipe, mais j'ai toujours vite ressenti le fait que j'aimais que la réussite ou l'échec ne repose que sur mes épaules. Tu sais, ne pas diviser ni la réussite ni l'échec finalement. Et donc je suis vraiment tourné vers les sports individuels et très vite je me suis mis à courir. Alors pourquoi, je ne sais pas, peut-être que c'est une quête de liberté, un échappatoire, un moment où tu es en introspection, je ne sais pas, mais c'est vraiment un sport qui m'a tout de suite plu. Alors au départ, j'ai pas identifié ça comme un sport que je pouvais pratiquer, mais c'est vrai que si on me mettait sur un terrain de foot, à la limite, c'était pas d'avoir le ballon qui me plaisait, c'était de courir jusqu'au ballon. Donc voilà, et assez vite, je me suis aperçu que c'était vraiment une discipline qui me plaisait et vers 9-10 ans j'ai commencé à trottiner, mais c'est vrai que j'ai pratiqué d'autres disciplines avant, comme le roller, comme voilà beaucoup de disciplines et aussi beaucoup d'arts martiaux. C'est ça aussi qui m'a aidé à prendre confiance en moi et puis à voir de quoi j'étais réellement capable. Mais ça a été un chemin assez difficile. Je me rappelle quand j'étais tout jeune, je devais avoir peut-être 7-8 ans, je faisais du cyclisme et j'avais du mal à emmagasiner la souffrance parfois de l'effort, le doute, le stress. Donc je suis vraiment parti de loin. Voilà, dans le sport en tout cas en général, je suis vraiment parti de loin et ça a été une construction assez lente, mais j'ai appris chaque jour et j'ai progressé chaque jour. Voilà, mais j'aime tous les sports vraiment, il n'y a pas de sport que je n'aime pas, j'aime vraiment tous les sports et tous ceux qui pratiquent une discipline. Et quel était ton rapport à la compétition quand tu étais plus jeune? Est-ce que c'est quelque chose, après tu courais, c'était une façon pour toi aussi d'aller chercher de la confiance en allant obtenir des résultats, ou c'était assez accessoire et tu courais pas forcément après ça? Non, je courais pas du tout après la compétition. J'avais pas du tout l'esprit que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis compétiteur dans tout ce que j'entreprends, de manière, je pense quand même assez mesurée. C'est-à-dire que je sais me donner les moyens. Je sais quand je suis dans l'épreuve tout faire pour obtenir le meilleur résultat. Mais je sais aujourd'hui comment analyser le résultat, parce qu'un résultat en tant que tel n'est jamais une donnée brute. Il y a toujours des paramètres qui font que tu es arrivé là, d'où tu es parti, où est-ce que tu es arrivé, dans quel contexte, dans quelles circonstances. Mais quand j'étais plus jeune, c'était pas du tout l'esprit de compétition qui prévalait chez moi. Il s'est vraiment installé au fil du temps, et notamment quand j'ai commencé les courses à pied sur route, où là, évidemment, tu as un classement général, tu as un classement par catégorie, tu as un classement jeune, etc. Et où là, j'ai vraiment mesuré que c'était notre travail en amont qui allait finalement aboutir au résultat. Et c'est dans tout ce cheminement-là, je pense que je me suis construit après par la suite. Un des gros piliers de nos échanges aujourd'hui, ça va être évidemment la course à pied. Et le second pilier fondateur,
C'est la discipline qui est le canicross et donc qui implique un binôme en fait avec toi et un animal qui est un chien. Est-ce que tu peux nous raconter, avant de développer un peu plus sur la partie canicross, quelle était la place des chiens là aussi dans tes plus jeunes années? Est-ce que tu as toujours vécu dans un foyer familial entouré de chiens, ou est-ce que tu as découvert plus tard? Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est que moi j'ai toujours voulu un chien, c'était un rêve de gosse, hein, vraiment. Quand je dis d'enfant, c'était vraiment très très jeune. Et ma mère m'a toujours dit, tu auras un chien quand tu auras ta maison. Donc c'était assez clair. Et moi, mon premier chien, je l'ai eu quand j'ai eu 27 ans. Parce que évidemment, quand j'ai quitté le foyer familial, je faisais du sport à un bon niveau en triathlon, donc je voyageais beaucoup. Et donc j'avais pas le temps pour avoir un chien. Et donc c'est uniquement quand j'ai arrêté ma carrière de triathlète longue distance, où quelques mois après j'ai eu mon premier chien, Canyon, mon husky. Donc finalement j'ai jamais eu de chien à la maison, ça a toujours été un manque, et à tel point que j'habitais dans un endroit où il y avait une SPA à côté et que je passais mes week-ends à aller voir les chiens, à leur parler à travers la grille de la SPA, etc. Et ce qui est marrant, c'est que j'allais faire mon entraînement à pied et après j'allais passer plusieurs heures à la SPA. Et ça remonte à 25 ans. Donc il y avait déjà un petit peu les prémices finalement de mes deux passions qui allaient s'unir plus tard. Voilà. On va donc parler beaucoup aujourd'hui de canicross. Partons du principe que moi, le premier d'ailleurs, et une partie de nos auditeurs ne sait pas nécessairement précisément ce qu'est cette discipline. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer les grands principes et justement les différentes disciplines qu'il y a, qu'on englobe, enfin, il y a le canicross, mais il y a aussi des dérivés autour qui mettent à chaque fois la combinaison homme et chien, enfin homme et femme et chien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents formats et voilà, vulgariser un peu le principe du canicross pour nos auditeurs et moi-même? Bien sûr. Le canicross, c'est ni plus ni moins que l'union d'un chien et d'un humain dans un effort commun qui est la course à pied. Donc pour vous donner une image, le chien est devant le maître, donc il a un harnais, on a une longe élastique et un baudrier côté de l'humain, et le chien va fournir un effort en même temps que le maître, donc il va tracter, et donc on va courir globalement en survitesse. Donc c'est vraiment l'union de l'énergie d'un chien et d'un humain dans la course à pied. Ça donne des sensations évidemment incroyables de partage avec le chien, de complicité. C'est vraiment un sport d'une charge émotionnelle intense, parce que c'est un sport individuel, mais ça reste un sport d'équipe. Et donc évidemment, il y a des déclinaisons qui sont très intéressantes. Il y a donc le canicross, on court avec son chien. On peut faire du cani-VTT, donc le chien tracte le VTT, on pédale derrière, et c'est pareil, on va à des vitesses assez incroyables, toujours en fonction de la race du chien que l'on a. Et puis après, il y a des dérivés comme le ski de joring, donc c'est pareil, du ski de fond tracté par le chien. Et puis il y a le cani-marche pour des gens qui ne peuvent pas courir mais qui veulent marcher avec leur chien. Et enfin il y a le cani-trottinette. Donc imaginez un peu les trottes que vous voyez un petit peu en ville aujourd'hui. Eh bien c'est des produits évidemment bien plus stables et bien plus améliorés, mais c'est pareil, on a un ou deux chiens devant la trottinette et sans moteur évidemment, le moteur étant en grande partie le chien. Et pour ceux qui nous écoutent, évidemment on va aller un peu plus vite que ce qu'on ferait naturellement, et les meilleurs du monde aujourd'hui en canicross font des 5 km à entre 24 et 25 km/h de moyenne. Donc c'est dire la vitesse et l'énergie que le chien apporte dans le binôme. Donc c'est vraiment une interaction assez forte entre le chien et le maître, parce qu'il faut de la connexion, de la complicité, de la confiance, de la compréhension, et puis de l'adaptation à chacun. Voilà. Donc c'est vraiment une belle discipline. Et donc les formats de course, tu viens de l'évoquer, en tout cas sur le canicross, c'est des formats très courts, quoi. C'est autour de 5 km globalement. C'est l'essentiel des compétitions se fait sur ce format-là. C'est ça. Globalement, le canicross fait de 3 à 7 km, donc très court, très intense. Et puis on a aussi des déclinaisons aujourd'hui qui arrivent, notamment avec du canitrail qui va de 7 à 16 km. Évidemment, dans tous ces sports-là, le chien est le baromètre de l'effort. Donc tout est aménagé, il y a des vétérinaires, etc. Évidemment, pour prendre soin de lui. Mais est-ce que les bâtons sont autorisés pour le chien? Alors c'est pas autorisé, mais par contre j'allais venir sur un truc qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui des grandes organisations de trail en ouverture de la course organisent des canitrails. Je pense notamment au canitrail des gendarmes et des voleurs que nos auditeurs doivent connaître. Eh bien en ouverture, il y a le canitrail des gendarmes et des voleurs qui fait 11 km sur un parcours magnifique, et donc il y a 300 binômes sur une masse start où tout le monde part en même temps, et ça donne des images vraiment magnifiques et une belle promotion pour ce sport où finalement
le chien et l'humain sont unis dans l'effort. Et voilà, c'est vrai que ça reste des sports bien spécifiques, bien particuliers, qui sont en pleine émergence. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été amené à découvrir le canicross? Est-ce que tu as ressenti, est-ce que ça a été un coup de cœur instantané pour la discipline? Est-ce que ça a été une révélation? Alors en fait, moi quand j'ai arrêté le triathlon, j'ai eu mon premier chien, donc Canyon, quelques mois après la fin de ma carrière. Et puis bah évidemment, je continue à courir, c'est quand même la discipline qui me fait le plus de bien. Et quelques mois après, j'ai vu un reportage sur France 3 sur un canicross pas très loin de chez moi. Et il fallait à l'époque que le chien ait 1 an pour faire du canicross. Donc dès que Canyon a eu ses 1 an, j'ai fait mon premier canicross à côté de la maison. Et là, oui, ça a été la révélation parce que j'ai vite senti toute l'émotion qui se dégageait de cette discipline, tout le chemin qu'il fallait pour finalement comprendre son chien dans l'effort, l'adaptation. Et j'ai vite vu que la passion était là. Et ce jour-là, j'ai vraiment attrapé un virus. Alors pour le coup, c'était un bon virus. Et il y a toujours pas d'antidote, et c'est très bien comme ça. Mais ça a été, oui, vraiment un coup de cœur. Et puis évidemment, après, j'ai poussé un petit peu plus la démarche pour mieux comprendre la physio des chiens, la biomécanique des chiens, pour finalement optimiser ce qu'on pouvait s'apporter mutuellement. Donc ça a été vraiment un coup de cœur de participer à ce premier événement. Et c'est vrai que dans tous les sports que j'ai pratiqués, j'étais très tourné sur moi. Hein. Le triathlon, c'est un sport où on est quand même assez égocentré. Et là, j'ai vite vu que il fallait faire attention à un autre être vivant pour trouver une bonne alchimie. Et ça m'a vraiment plu. Est-ce qu'il y a des nations qui sont traditionnellement fortes ou dans lesquelles il y a peut-être un ancrage un peu plus marqué, c'est plus culturel, le canicross? Est-ce qu'il y a des pays qui sont réputés pour une appétence particulière pour cette discipline-là? Oui, alors il y a beaucoup de disciplines, de nations phares. Les pays de l'Est sont assez développés, on n'a pas l'impression, mais tout ce qui est République tchèque, Pologne. En France, on commence quand même à bien se structurer. Aujourd'hui, le canicross, c'est à peu près 200 clubs en France, une fédération, un sport qui est reconnu par l'État français. Donc c'est un sport qui va vraiment grandir, et si vous n'en avez jamais entendu parler, vous verrez, vous en entendrez parler de plus en plus dans les mois et années à venir. Mais c'est vrai qu'il y a quelques nations qui sont assez portées comme ça, et surtout ça se développe partout. Moi, je vais donner des stages chaque année en Colombie, je suis allé à Bogota, je suis allé au Mexique, dans des pays où on n'a pas l'impression que ça se développe, et pourtant oui. J'ai même été reçu par le ministre des Sports à Bogota. C'était un moment juste surréaliste parce que c'est une discipline qui grandit là-bas. Ouais. Le Canada, les États-Unis, voilà, je suis allé dans tous ces pays-là, et c'est vrai que c'est en pleine émergence parce que c'est dans l'air du temps finalement. Une discipline assez proche des choses vraies, de la nature, parce que ça se pratique évidemment dans un milieu naturel, et puis très peu onéreux, et voilà. Et donc vraiment, c'est un sport qui peut convenir à tout le monde, que l'on veuille en faire du sport santé ou du sport compétition. Quelles sont les qualités physiques, mais pas seulement, que doit avoir un chien pour imaginer être compétitif en canicross? Et puis en termes d'âge, tu l'as évoqué, c'est à partir de 1 an. Est-ce qu'il y a des âges particulièrement favorables pour bien réussir dans le canicross? Et puis aussi des races qui sont peut-être plus appropriées que d'autres, ou est-ce que c'est là aussi très ouvert? Ouais, alors c'est très ouvert. Tous les chiens peuvent pratiquer du canicross. Moi, le chien le plus léger que j'ai eu sur un stage, il faisait, que je te dise pas de bêtises, je crois 3 ou 4 kilos. C'était un chihuahua. Et son propriétaire faisait 2 mètres, donc j'ai trouvé le binôme super intéressant. Mais il se faisait plaisir à deux. Et puis évidemment, les races les plus prédisposées à ça, c'est davantage les chiens typés chasse. Alors on peut retrouver du braque, on peut retrouver tous des setters, etc. Mais après il y a beaucoup de border collie, il y a beaucoup de donc il y a vraiment tout type de race. Et c'est vrai que c'est un sport où les chiens finalement ont une carrière assez courte, en tout cas à haut niveau, parce que il faut un petit peu de temps pour former son chien. Donc on va dire qu'ils vont être performants à partir de 2 ans. Et puis il y aura une baisse physiologique normale et naturelle à partir de 6 ans et demi, 7 ans. Donc on voyait la carrière d'un chien, ça va être 4-5 ans, en tout cas à haut niveau. Et après, il faut les accompagner. Je suis en train de faire le calcul, je multiplie par 7. Ça veut dire qu'entre 42 et 49 ans, ça marche moins bien. Ouais, tu vois, tu reprends un petit peu finalement les mêmes standards que pour l'humain, quoi. C'est un peu logique, c'est normal, c'est comme ça. Mais après, il faut juste accompagner son chien. Mais c'est vrai que c'est court, donc il faut vraiment en profiter. Et souvent, on me pose la question, quand je suis pas sur un championnat international, de savoir si
si ça me fait autant plaisir d'être sur une course en France lambda, et oui, parce que le plaisir finalement est là, et qu'on ne sait surtout pas comment ce qui nous attend le lendemain. Une blessure chez un chien de sport, ça peut arriver vite. Leur vie est étonnamment et tristement trop courte, 10 à 12 ans sur des chiens de grands gabarits. Donc voilà, il faut savourer chaque foulée, et tout ce qui nous apporte à chaque instant, il faut savoir l'apprécier. Et en termes de caractère, est-ce qu'il y a aussi des prérequis ou des fondamentaux qui sont importants chez l'animal pour réussir aussi au-delà du physique à être compétitif? Ouais, alors ça se travaille. C'est-à-dire que même si on a un chien avec une race prédisposée pour courir, on doit lui enseigner finalement le canicross. Donc on doit être, et on est toujours le professeur de nos chiens. Et évidemment, d'un point de vue concentration, implication, engagement, c'est nous qui allons impulser tout ça. Tu sais, quand t'envoies tes enfants à l'école, le professeur a un rôle très important sur sa capacité à être concentré, à comprendre finalement tout ce qu'on veut lui inculquer. Et bien pour le canicross, c'est la même chose. C'est vraiment la relation que tu vas construire avec ton chien qui va être primordiale. Et c'est vrai que moi j'ai coutume de dire que les chiens de canicross sont des chiens extraordinaires, parce qu'on va les mettre dans des situations de stress que les chiens lambda ne connaissent pas. Quand on est sur des canicross, il y a des spectateurs, il y a des micros, il y a des drones, il y a des chiens qui aboient, il y a notre propre stress. Donc le chien emmagasine beaucoup, et c'est vrai que la confiance que l'on va instaurer avec lui va être un élément et un pilier essentiel dans sa capacité à s'investir, à s'exprimer en étant bien dans ses coussinets. Si tu as un chien qui est craintif, peureux, etc., ça peut en être un chien réactif. Donc là, évidemment, ça complique les choses. Mais on a un rôle primordial, et il y a à peu près 25% d'inné et il y a 75% d'acquis, c'est-à-dire ce qu'on va transmettre au chien. On a parlé des qualités attendues pour un chien. Maintenant, si on parle de son maître, est-ce que ça peut être des compétences qui sont comparables à celles qu'on peut attendre d'un coureur sur piste, par exemple, sur des distances de 5000 mètres? Est-ce que c'est le même typologie de qualité naturelle, ou en tout cas qu'on développe, qu'il faut avoir, ou est-ce que c'est des choses différentes? Est-ce que c'est un autre type de préparation physique et de compétences qu'il faut aller chercher? Alors en fait, c'est vrai qu'on est sur un temps d'effort qui se rapproche du 5000 sur piste. Ça, c'est vrai en termes d'intensité, etc. Par contre, il y a une chose, et je rigole parce que j'ai fait une séance de canicross hier, et j'ai toute ma chaîne postérieure qui me rappelle que j'ai couru hier avec Opal. Tu es aux abois? Oui, je suis aux abois, c'est ça. Et en fait, Pardon. c'est un sport de survitesse. Ça veut dire que, pour donner une image à ceux qui nous écoutent, c'est exactement comme si vous couriez, et ça ne rend pas l'effort plus simple, mais en descente. Donc en gros, quand vous faites un canicross de 5 km, c'est comme si vous couriez 5 km en descente. Alors si vous avez un chihuahua, votre descente elle fait 0,2%, et si vous avez un chien comme Link, avec lequel je cours en compétition aujourd'hui, c'est comme si vous couriez dans une descente à 20 ou 25%. Donc ça veut dire que on est vraiment dans une contraction musculaire excentrique, et on casse énormément de fibres. Alors d'un point de vue physiologique et cardiaque, etc., évidemment on est très haut, et on va être à notre FC max quasiment sur toute la course, mais d'un point de vue musculaire, c'est réellement traumatisant, et donc il y a une adaptation à la fois dans la foulée, mais aussi dans, on va dire, l'habitude musculaire à emmagasiner ces efforts de survitesse. Voilà. J'ai lu qu'aujourd'hui, un athlète de très haut niveau en canicross allait plus vite que le recordman du monde du 5000 mètres. C'est possible? Ça corrobore ce que tu viens de dire juste avant, avec cette idée de descente et de survitesse et d'accélération? Exactement. Sans rentrer dans les détails, tu vois, sur un 5000 mesuré en canicross, donc pas sur de la piste, sur de la terre, etc. Moi, j'ai un record à 12,21 avec Phoenix. Donc j'ai pas là en tête la vitesse du record du monde, mais je pense qu'on n'est pas très très loin. Et sur le kilomètre avec Link, sur un parcours où il y avait 2 virages à 90 degrés sur 1 kilomètre, pareil, mesuré, etc., avec des puces GPS, enfin voilà, arbitré avec des juges, etc., on a fait 2,05. Le record du monde sur piste étant de 2,11. Voilà. Donc c'est dire. J'ai fait mon petit calcul, c'est une moyenne de 28,8 km/h. C'est assez incroyable. J'ai été stupéfait quand j'ai un peu mis le nez dans la vitesse à laquelle les athlètes de canicross de haut niveau sont en capacité d'aller dans leur binôme. C'est assez stupéfiant comme ça. Avec 2 virages à 90, donc ça veut dire que globalement avec Link ce jour-là, on a établi une marque mondiale. On a été à 30 km/h pendant tout le kilomètre. Voilà. Même au-delà, parce qu'il y avait des décélérations. Donc c'est une discipline à part entière, et c'est au-delà des qualités de l'athlète, c'est surtout le chien aussi qui apporte une sacrée motricité. Mais il y a une publicité qui dit voilà, sans maîtrise, la puissance n'est rien.
on doit maîtriser et emmagasiner toute la puissance que le chien peut nous apporter. Et c'est tout l'art du canicross. Tu as un palmarès en canicross notamment qui est absolument phénoménal. Tu es double champion du monde et triple champion d'Europe en individuel. Tu es également champion du monde et d'Europe en relais. Et aussi, tu viens de le dire, recordman du monde de kilomètres avec ses 2 minutes 05, soit une vitesse hallucinante de quasiment 30 km/h. Hormis les championnats du monde de 2018, dont on va avoir l'occasion de parler un peu plus longuement dans cet épisode, est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux moments phares dans ta carrière, des moments de bascule où voilà, il s'est passé des choses vraiment hyper puissantes et qui sont aujourd'hui te restent en tête et qui ont marqué durablement ton parcours? Ouais, moi tu sais, je donne des stages un peu partout et j'aime raconter l'histoire que je vais vous raconter parce qu'elle est marquante et elle résume finalement le canicross. On est, pour planter le décor, en 2013 en Italie. Et je participe à mes premiers championnats du monde. Et on partait en contre-la-montre toutes les 30 secondes. Et au moment du départ, donc je pars avec Phoenix, au moment du départ, ma longe casse. Et j'ai une photo qui est incroyable où on voit Phoenix qui est élancé dans sa course, qui est du coup 5-6 mètres devant moi, la longe étant cassée, avec l'envie évidemment de rattraper les chiens qui étaient partis devant, hein. Ils sont formatés aussi pour ça. Et on voit qu'ils se retournent. Et ce jour-là, j'ai tellement été stupéfait que j'ai été un peu muet parce que je ne savais pas quoi faire. Phoenix a lu la situation, il a fait demi-tour, il s'est assis à mes pieds, hein, je vous jure, avec toute l'ambiance qu'il y avait, les cris, les chiens et tout, il s'est assis à mes pieds. Il a attendu que j'arrive à bricoler la longe et à faire en sorte qu'on puisse être reliés l'un à l'autre et à ce que je lui redonne un départ pour repartir. Je fais ce jour-là les 3 km et demi à 26,7 km/h de moyenne dans de la boue, dû à l'adrénaline, dû au stress, etc. Et je passe la ligne d'arrivée et je pleurais, j'avais un trop plein d'énergie et je me suis mis à pleurer. Et le DTN était là et il m'a dit, le directeur technique national, et il m'a dit mais t'inquiète pas, ça se trouve t'as quand même fait un bon chrono, etc. Et je lui ai dit je pleure pas pour ça, je pleure parce qu'aujourd'hui Phoenix m'a fait comprendre une chose, c'est que l'effort était à deux ou pas du tout. Sa motivation n'était pas extrinsèque pour aller rattraper les chiens qui étaient partis devant, elle était intrinsèque, juste le plaisir de s'unir avec moi dans l'effort. Et ce jour-là, on est allé chercher, ce week-end-là, parce que c'était sur 2 courses, on est allé chercher notre premier titre de champion du monde. Donc oui, c'est quelque chose qui me marque, qui me marquera et qui restera, à mon avis, dans ma tête jusqu'à mon dernier souffle. C'est pas possible autrement. C'est effectivement une très belle illustration de la discipline et de ce qu'elle sous-tend comme valeur de partage et de fusion, parce que je pense que c'est ça, vous êtes très fusionnel dans cette pratique et dans cette dynamique commune. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Anthony. Dernière petite question de cette introduction avant de passer à notre basket chinoise. Est-ce que tu aurais un conseil ou d'éventuels points d'attention à donner à quelqu'un qui voudrait démarrer demain le canicross ou qui se poserait la question de se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, c'est une excellente question. Alors moi, je dis allez-y, vous avez un chien, etc. Partagez ça avec lui. Juste une règle de base qui est très importante. Le chien doit toujours être le baromètre de ce que vous allez faire. C'est pas parce que la météo est adaptée pour vous qu'elle le sera pour votre chien. C'est pas parce que vous êtes en forme que votre chien l'est. Donc il faut vraiment que le chien soit au centre de votre pratique pour bien faire les choses. Donc l'idée c'est équipez-vous de manière adéquate et puis surtout respectez vraiment de la progressivité pour que le chien apprenne tout doucement le sport que vous voulez pratiquer avec lui. Voilà, c'est pas inné, c'est pas quelque chose de normalisé que le chien tracte devant son maître. Donc on doit y aller petit à petit pour être sûr de ne pas le blesser et de respecter son intégrité physique. Mais foncez, il y a vraiment rien qui vous retienne. Et si vous n'osez pas courir, commencez par marcher et vous allez voir que vous trouverez déjà des sensations intéressantes. Merci beaucoup pour cette introduction, Anthony. On va passer maintenant donc à la basket chinoise, le format de portrait chinois de cet épisode. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? Alors, c'est en toute modestie que je dis ça et je vais m'expliquer avant que tout le monde pense que j'ai la grosse tête. Je dirais Superman. Alors pourquoi Superman? Parce que et c'est pas lié à moi, je pense que c'est lié à tout le monde. Je pense qu'on est tous capables de faire des choses exceptionnelles. Vraiment, il y a pas de, c'est pas parce que ça fait bien de dire ça que je le dis, c'est vraiment le au plus profond de moi. Je pense qu'on est tous capables de faire des choses incroyables quand on le veut et qu'on se donne les moyens. Donc un peu comme Superman. Mais par contre, on a aussi tous nos points de faiblesse et c'est normal. On reste des humains, même les plus grands sportifs, les personnages que vous idéalisez le plus ont leurs points faibles. Ça reste des humains à part entière. Donc pour Superman, c'est on va dire la kryptonite.
de mémoire. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important de se dire que on est tous capables de réaliser nos objectifs, nos rêves, nos ambitions, quel que soit le domaine dans lequel on évolue, mais qu'il faut aussi connaître ses points faibles pour ne pas tomber dans certains travers. Et se connaître et connaître ses points faibles, c'est un gage de force pour aller jusqu'au bout de ce qu'on veut entreprendre. Donc voilà, on est tous des Superman, que ce soit moi ou les autres, et c'est à nous de savoir utiliser un petit peu toutes les compétences et ce capital motivation qu'on a en nous. Voilà. Le plus dur maintenant, c'est de trouver une télécabine pour se transformer en Superman, passer d'un businessman à un Superman en tournant sur soi-même, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de télécabines pour faire ça, parce que je crois que c'était sa façon de se transformer. Mais c'est interne. Tu vois la transformation, et c'est vrai, mais c'est vrai que finalement, c'est vraiment le cerveau, on le sait très bien, a des fonctions incroyables qu'on utilise d'ailleurs pas à 100%. Et moi, j'ai vu des choses et j'ai vu des gens réaliser des choses vraiment phénoménales, uniquement vraiment grâce à la puissance de leur mental. Et c'est vraiment des qualités que parfois on va pas assez développé, et c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir à l'esprit, de travailler aussi cet aspect-là. Voilà. Le suspense est intenable pour cette deuxième question de la basket chinoise. Si tu étais un animal, qu'est-ce que ça pourrait bien être, cet animal? Je vais essayer de te surprendre. En fait, non, très honnêtement, ce serait un loup. Ce serait un loup. Okay. Alors, les chiens sont vraiment des animaux qui me captivent et qui me fascinent. Mais alors, le loup, on sait très bien, voilà, les chiens descendent en partie du loup. Mais le loup a cette dimension, on va dire, indépendante, profonde et emblématique qui m'ont toujours captivé. Je suis d'ailleurs moi-même parrain d'une meute de loups qui est pas très loin de chez moi, voilà, et dans un grand parc qui s'appelle Rêve de Bison, et c'est vraiment des animaux qui me fascinent de par leur organisation, de par leur force tranquille, et voilà, moi si je pouvais être un animal, ce serait un loup. Et évidemment, mon cœur a balancé au début de la question, mais voilà, on va dire que je trahis pas trop les chiens en disant que ce serait un loup. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire tout particulièrement? Alors, au-delà de mes chiens, parce que ça reste des sportifs à part entière qui m'enseignent au quotidien, s'il y a bien un sportif, oui, qui m'inspire, ce serait Roger Federer. Alors, pour 2 points, le premier, évidemment, c'est la carrière du sportif, mais c'est aussi surtout la personnalité du bonhomme, à la fois dans la longévité de sa carrière, mais aussi dans l'attitude qu'il a, à la fois dans ses victoires comme dans ses échecs. Et moi, c'est ça qui me marque chez cet athlète, c'est que c'est un mec qui a tout réussi, qui a écrasé tous les records, qui garde une humilité, je trouve, assez forte, et puis qui a toujours eu le même comportement, le même respect de ses adversaires, dans les moments difficiles comme dans les moments où il a connu les plus grands succès. Et je trouve que c'est un bel exemple pour les jeunes qui font du sport, pour garder vraiment la tête sur les épaules, et voilà. Et c'est vraiment aussi quelqu'un de passionné, qui ne joue pas que pour l'argent ou le titre, il joue vraiment pour la passion de son sport, et donc c'est quelqu'un qui est inspirant pour moi. Sa longévité en témoigne effectivement. Si c'est pas de la passion, je sais pas ce qui le fait tenir après. Je crois qu'il a eu 40 ans, pas encore peut-être bientôt. Alors, il a dépassé 40 ans, et là, il s'est opéré à nouveau d'un genou. Alors, il a prévu de revenir, mais évidemment, son comeback risque d'être un peu plus compliqué. Mais je serais surpris de rien par cet athlète qui encore une fois, se connaît très bien et qui sait utiliser son expérience pour rester à haut niveau. Et c'est vraiment voilà, quelqu'un d'admirable, je trouve. Merci beaucoup Anthony de t'être prêté au jeu de cette basket chinoise. On va maintenant parler de ta course épique, les championnats du monde de canicross ICF 2018. Pour en planter brièvement le décor, ces championnats du monde de canicross 2018 se tiennent en Pologne du 5 au 17 octobre de cette année 2018 dans le village de Lubiszewo, à 5 km de la ville de Birawa. Je me suis lancé sur la prononciation de ces noms de villes polonaises, j'espère que je ne suis pas trop à côté. 700 concurrents sont présents sur place sur l'ensemble des épreuves proposées, avec des pays à la délégation très étoffée, comme la Belgique, la République tchèque ou encore la France, mais aussi des nations représentées par un seul participant, comme c'est le cas pour la Palestine par exemple. On y retrouve comme discipline le canicross, le cani-VTT, le cani-trot, toutes les émanations autour du canicross dont tu as parlé tout à l'heure, et également le relais.
Et tout ça se passe sous forme d'épreuves par catégorie qui sont généralement sur 2 jours. C'est ça. Nous allons donc vivre aujourd'hui plus particulièrement avec toi 3 moments forts. Ta première manche de la course individuelle de canicross sur une distance revue à la baisse de 4,7 km en raison de la chaleur ce jour-là. Il s'agit d'une course individuelle avec un départ qui va être donné toutes les 15 secondes. Tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Et puis la seconde manche qui s'est tenue le lendemain, le dimanche, sur un parcours là encore réduit, mais cette fois à 3,5 km et qui donne lieu à un départ en masse start par groupe de 10 sur la base du classement obtenu la veille. Enfin, ces championnats du monde accueillent également une épreuve de relais, je l'ai dit, et à laquelle tu as également eu le plaisir de participer. Mais avant que tu nous racontes cette course épique, Anthony, j'ai une question qui pique à te proposer. Donc c'est une question gentiment piège que je pose à mes invités. À la surprise générale, notre question qui pique d'aujourd'hui va s'attacher à la thématique canine et en l'occurrence à un chien qui a beaucoup fait parler de lui en France au début des années 2000. Ce chien s'appelle en l'occurrence Saucisse. C'est un teckel qui est né en 1998 et mort en 2014. Je ne sais pas si ça t'évoque déjà quelque chose, ce nom-là. Pas du tout. Bon, alors je vais le présenter en quelques mots. Donc, c'est un chien errant qui n'a pas encore de nom et qui a été recueilli dès son plus jeune âge dans une poubelle par la SPA. Mal en point, il a été opéré à plusieurs reprises et s'en est finalement tiré. Il attendra 8 mois derrière les barreaux de sa cage avant d'être accueilli par l'équipe de Les Cahiers du Sud, une maison d'édition marseillaise de polar, et en particulier par l'écrivain Serge Scotto, qui en fait sa mascotte et lui donnera donc le nom de Saucisse. Rapidement pris en main par la maison d'édition et par son maître, Saucisse devient le héros d'un grand nombre de leurs romans policiers et sa notoriété commence à se développer dans la région marseillaise. Mais cette notoriété de Saucisse ne va pas s'arrêter là et va ensuite s'étendre plus généralement auprès du grand public français. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi? Alors, la question est assez compliquée, donc j'ai 3 suggestions de réponses pour t'aider. Ouais. Première proposition, on peut trouver un texte du chien Saucisse dans le livre 100 jours sans, un livre de soutien à Florence Obna et son accompagnateur Hussein Aoun qui était détenu en otage en Irak en 2005. La réponse B, c'est que Saucisse a participé à l'émission Secret Story. Et la réponse C, c'est que Saucisse s'est présenté aux élections municipales à Marseille en 2001. Waouh. Il y a une fourberie, je te préviens tout de suite. Alors, je vais retirer. A, c'est le texte, B, c'est Secret Story, et C, c'est les élections municipales. Secret Story, j'en serais déçu. Mais pourquoi pas, si tu parlais du grand public, etc., on va dire que par élimination et par logique, je prendrais la réponse B. Je prendrais la réponse B, parce que j'imagine que si c'est se présenter aux élections, ça reste, on va dire, confiné à la région marseillaise. Le texte pour Florence Obna, je pense que c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va apporter de notoriété nationale. J'aurais dit Lost Story ou Secret Story par élimination. Eh ben écoute, je t'ai tendu un piège diabolique. Les 3 réponses sont bonnes. On trouve bien un texte qui est attribué à Saucisse, qui a donc très probablement été écrit par Serge Scotto dans le livre de soutien à Florence et à son accompagnateur Hussein. Saucisse figure aux côtés d'auteurs de renom quand même comme Daniel Pénac, Sophie Calle, Emmanuel Carrère ou encore Éric Orsena. Et donc Saucisse s'est également fait connaître pour sa candidature aux élections municipales de 2001 à Marseille dans le premier secteur en tant que mascotte d'une liste alternative homonyme ayant pour slogan « Pour une société », alors société ça commence comme Saucisse, SAU, pour une société plus humaine contre une vie de chien. Et cette liste va quand même réussir l'exploit de se classer 6e de ces élections en réunissant 4,5% des voix. Et poursuivant sur cette lancée, Serge Scotto a été très très chaud. Il s'est dit allez, je vais quand même essayer de l'inscrire aux élections présidentielles de 2002, mais Saucisse n'a pas réussi à recueillir les 500 signatures requises, donc ça n'a pas été possible. Et puis voilà, cette candidature municipale a également été le secret qui entourait Saucisse lors de sa participation à Secret Story, puisque chacun arrive dans la maison avec un secret à découvrir. Et pour la petite histoire, le secret de Saucisse n'a jamais été découvert par les habitants de la maison. Bah écoute, voilà, c'est pas facile. Non mais c'est incroyable, et tu vois, ça apporte aussi tout le côté anthropomorphique qu'on peut donner à nos chiens finalement, parce que voilà, on leur accorde aussi des comportements humains, et là tout ça voilà le résume bien, et c'est ce qui fait que voilà, ça en fait des membres à part entière de nos familles quand on a des chiens et qu'on partage autant de choses avec eux. Donc c'est une belle histoire. Parfait. Bon, allez, c'en est fini de cette question qui pique. J'espère qu'elle t'a pas mis d'une humeur de chien pour la suite de notre épisode, Anthony. Ça va bien. On va démarrer ces championnats du monde de 2018. Et en fait, cette histoire, elle démarre pas en 2018. Elle démarre bien avant, et l'année précédente, en l'occurrence, avec, dans un premier temps, et un des premiers faits marquants de cette année-là, ça a été un très gros pépin de santé pour ton chien Phoenix. Ouais, c'est ça. Donc en 2017, Phoenix a eu un gros souci à l'épaule. Et donc pour voir un petit peu ce qui se passait, on a fait une arthroscopie
Alors le gros souci à l'épaule, on ne savait pas si c'était un gros souci ou pas, mais il fallait faire un examen. Donc on a fait une arthroscopie et le vétérinaire, en faisant l'arthroscopie, donc en gros on passe une petite caméra dans l'épaule du chien, lui a mis malencontreusement un germe fécal, ce qui fait qu'il y a eu une grosse infection articulaire. Donc en fait il n'y a pas en tout cas, c'est très délicat. Il y a toujours pire, mais c'est très très délicat chez un chien d'avoir une infection articulaire. Les antibiotiques n'ont pas fait effet, etc. Et du coup, j'ai dû, alors que Phoenix est encore aujourd'hui le chien le plus titré en canicross au monde. Il était en pleine ascension dans sa carrière, etc. En plus de tout ce qu'on partageait, j'ai dû le voir passer finalement du statut de sportif de haut niveau à un chien qui connaissait ce souci-là. Donc, je vous passe un peu les détails de tout ce qu'on a dû faire pour essayer d'endiguer ce germe dans l'épaule et cette infection. Pour éviter l'amputation, c'était ça l'enjeu? C'est ça. En fait, j'y allais une fois par semaine au vétérinaire, on lui ouvrait l'épaule, on lui rinçait l'articulation à grand eau, on refermait et j'ai fait ça pendant 6-7 semaines. Donc pour moi, c'était juste un crève-cœur que de voir mon chien subir ça. De voir le déposer, il comprenait ce qu'on allait lui faire, donc quand je le déposais, il me regardait, il tremblait, alors que c'est un chien ultra courageux. Enfin, voilà, ça a été pour moi vraiment un choc émotionnel assez fort. Et évidemment, l'enjeu, au bout d'un moment, je le savais pas, le vétérinaire ne me l'a pas dit, mais au bout de 6 semaines, il m'a dit, voilà, monsieur Lemoigne, on va être obligé de couper la patte de votre chien, sinon il va mourir. Et donc moi je m'y suis refusé. Déjà que j'avais beaucoup de colère envers le vétérinaire qui avait fait cette erreur médicale. Donc j'ai pris mon chien et puis je suis allé à Paris. J'ai un réseau assez grand dans le milieu vétérinaire et j'ai réussi à trouver un moyen pour finalement endiguer le germe. Mais il n'en demeure pas moins que Phoenix avait passé 2 mois et demi sans pouvoir poser la patte au sol, avec tout ce que ça impliquait en termes de fonte musculaire, de dégâts au niveau de l'articulation. Donc en fait, j'avais un chien tout simplement handicapé. Voilà. Et donc j'ai dû, à partir de ce moment-là, trouver les leviers pour qu'il puisse se resservir de sa patte, la remobiliser à nouveau, le remuscler, etc. pour que tout du moins il puisse avoir une carrière digne de ce nom. Et vu tout ce qu'il m'avait apporté dans notre carrière sportive, je lui devais au moins de me mettre à 100% pour le sauver et lui rendre la fin de vie la plus douce possible. Alors pour rassurer tout le monde aujourd'hui, Phoenix va bien, il a presque 11 ans. Hier, je suis allé faire mon footing, mon échauffement avec lui, il a fait 3 kilomètres en liberté, il était heureux comme tout, mais on a eu quelques mois très 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 compliqués. Voilà. Donc en fait, finalement, en fin 2017, il se passe tout ça, fin 2017, début 2018, il se passe tout ça et la carrière de Phoenix est tout simplement avortée en pleine ascension. Voilà, tout simplement. Au-delà de cette très malheureuse nouvelle, le contexte, il a été très délicat pour toi aussi. Est-ce qu'on peut dire que 2017, c'est une année où tout est un peu parti en cacahuète? Ouais, c'est vraiment ça. C'est dur, vous savez, d'être dans une phase où finalement tout va bien, tout ce que vous touchez fonctionne bien, il y a une sacrée énergie dans tout ce que vous entreprenez, etc. Et puis, ça a un peu l'effet papillon, quoi. C'est vrai que l'histoire de Phoenix m'a vraiment heurté d'un point de vue émotionnel. Je pense que j'ai les nerfs assez solides et il fallait que à un moment donné, il y ait un fusible qui lâche quelque part. Et moi, du coup, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé assez gênants pour un sportif de haut niveau, avec des gros problèmes de dos, une paralysie de la jambe droite, et tout ça, c'est aussi un peu psychosomatique, hein, c'est normal, il faut que à un moment donné, ça lâche quelque part. Et voilà, et moi, je me voyais finalement, je nous voyais descendre. On a eu plusieurs années où tout nous réussissait, et puis là, je voyais que tout m'échappait, je contrôlais plus rien. Et dans ces moments-là, on pense qu'à une chose, c'est d'une part moi que Phoenix s'en sorte et que je le vois pas en tout cas jusqu'à la fin de sa vie sur 3 pattes, ça aurait été juste terrible pour moi. Et puis après, dans un second temps, quand j'ai eu mon souci évidemment de santé, il fallait que moi je puisse aussi me sortir un peu de cette galère-là. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques mois ultra compliqués et c'est là où on voit finalement qui est là ou qui reste en tout cas autour de soi quand on traverse une passe aussi compliquée. Et puis les médecins étaient assez catégoriques sur les perspectives pour toi en termes sportifs. En gros, ils étaient en train de t'expliquer que ta carrière était terminée. Ah ouais, moi j'ai vu 3 spécialistes, des chirurgiens notamment, et qui me disaient que oui, sûrement que je pourrais recourir, comme ça, si jamais j'avais de la chance.
mais que ce serait impossible de refaire du sport de haut niveau. Voilà. J'avais une grosse hernie discale avec une grosse compression, une grosse discopathie L4 L5, donc j'avais le dos vraiment en vrac. Et avec tout ce que ça engendrait comme douleur au quotidien. J'avais des douleurs H24, la nuit, le jour, quand j'étais assis, quand je dormais, je continuais parfois à prendre l'avion pour aller donner des stages, etc. J'ai fait des vols dans un état de souffrance assez haut. Je me refusais évidemment à prendre le moindre médicament ou antidouleur que ce soit, parce que je pars du principe que si le corps t'envoie un message, il faut savoir l'écouter. Couper cette communication entre ton corps et ce que tu ressens, c'est la pire chose que tu dois faire quand tu veux savoir où t'en es exactement. Donc la douleur, je devais la gérer. Et oui, les médecins étaient étaient plus que sceptiques sur le fait que je puisse recourir déjà, et encore moins à haut niveau, ça c'est certain. À quoi tu t'es accroché dans ces moments-là? Au mien, c'est-à-dire que tu sais, quand tu fais du sport de haut niveau, t'es vite encensé. Et j'aime bien, évidemment, comme tout le monde, j'ai un minimum d'ego et d'amour propre. Quand les gens te disent que t'es le plus fort, t'es le plus beau, etc., c'est jamais désagréable. Mais j'ai toujours pris ça comme quelque chose qui glissait sur moi. Voilà, c'est positif, mais ça glissait sur moi. Ça me définissait pas, parce que les gens qui disaient ça ne me connaissaient pas vraiment. Et donc, quand j'ai connu ce moment délicat, ça m'a permis de voir qui était vraiment là quand finalement tout le monde pensais que je n'allais jamais revenir dans le canicross et encore moins à haut niveau. Et donc évidemment, je me suis appuyé sur les miens, et en me disant que j'avais eu la chance déjà de vivre tout ça, et que maintenant il fallait que je pense surtout à moi pour que je puisse au moins pouvoir retrouver mon intégrité physique et que mon chien aille du mieux possible. Et c'est vrai que ma femme a été d'un soutien inconditionnel dans ces moments très 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 difficiles, et puis évidemment mes amis et ma famille. Voilà. Donc j'ai jamais été tout seul. Il y a des gens qui vivent des situations bien pires, mais c'est vrai qu'il a fallu une grosse force mentale pour m'adapter et accepter ça. Et finalement, c'est vraiment en acceptant ce qui nous arrive qu'on arrive à lutter et à trouver des solutions. Voilà, il faut jamais être en opposition avec les choses qui nous arrivent, en nous disant que c'est injuste ou en nous disant qu'on n'a pas mérité ça. La vie est comme ça, la vie est parfois pas toujours juste, ça c'est vrai, mais une fois qu'on l'accepte, on essaie de mettre les solutions en face. La bascule s'opère ensuite avec 2 grands moments fondateurs et inattendus qui vont te permettre de pouvoir à nouveau te projeter sur des perspectives heureuses. C'était quoi ces 2 gros moments marquants qui étaient finalement le signe d'un nouvel élan? C'est vraiment 2 faits qui se sont succédés, qui sont juste incroyables. Le premier, c'est Link. C'est un chien qui était dans un foyer. On m'a contacté parce que le propriétaire n'arrivait pas à s'occuper de lui. Link était malheureux, il détruisait l'appartement dans lequel il était, et donc il fallait lui trouver une famille. Et moi, c'est le genre de demande que j'ai régulièrement, mais je peux pas évidemment m'occuper de tous les chiens de la terre. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit OK, j'ai dit à la personne, écoute, je donne un stage dans le sud de la France, viens me rejoindre, tu me donnes Link, moi je le remonte à la maison, je le garde 3 semaines, et puis je fais de la communication autour de moi sur les réseaux sociaux pour trouver une bonne famille. Et puis si dans 3 semaines j'ai pas trouvé une bonne famille, comme je donne un stage près de chez toi, je te le redescends. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que moi j'avais déjà 3 chiens à la maison, j'avais Phoenix qui était un mâle entier, etc. Donc il y avait rien qui justifiait cette décision. Et là encore une fois, ma femme a été d'un conseil extraordinaire en me disant mais voilà, ça va nous occuper l'esprit, on va faire quelque chose de bien, on le fait quoi. Et puis moi, dès que j'ai vu Link, je suis tout simplement tombé amoureux de lui, dans son comportement, son attitude, son regard. Et tu sais, moi, je m'étais toujours dit que jamais je prendrais un chien adulte, que toujours je prendrais un chien chiot, parce que on peut construire tout ce que j'ai abordé en début de podcast, où t'apprends au chien, tu transmets cette confiance, etc. C'est beaucoup plus facile quand t'as une page vierge que quand t'as un chien qui a 18 mois et que tu ne sais pas trop ce qu'il a vécu. Et là, l'amour, évidemment, ça reste, la passion est en dehors de la raison, et moi je suis tombé passionnément en phase avec ce chien. Et donc évidemment j'ai gardé Link à la maison, qui ne connaissait pas encore de canicross et de traction, mais dans son attitude, son comportement, c'est un pur sang. Voilà, c'est un chien qui respire la liberté, qui n'est bien que quand il est en mouvement. Et ça me rappelle un peu moi quand j'étais peut-être plus jeune, où finalement c'est le mouvement, le sport qui m'a donné confiance en moi et qui me faisait me sentir bien. Et j'ai retrouvé ça chez Link, et ça m'a tout de suite percuté. Donc ça, c'est le premier fait
qui fait que bah du coup en avril 2018 je me retrouve avec Link à la maison qui avait 18 mois. Et puis le deuxième fait marquant, c'est peut-être ma bonne étoile, et je le sais, hein, j'ai toujours eu une bonne étoile. Voilà, je dis pas que j'ai pas eu de difficultés, et j'ai un passé assez difficile, hein, j'ai mes souffrances, j'ai une enfance pas toujours même pas très simple du tout, mais j'ai toujours eu une bonne étoile. Et ma deuxième bonne étoile, c'est que bah pour soigner mon dos, je me suis dit ok, si la médecine conventionnelle ne peut pas m'aider et ne peut me proposer qu'une opération qui risque en plus de foirer, je vais rien faire de tout ça, et je vais m'adresser davantage à des gens qui ont des moyens un peu moins conventionnels pour soigner mon dos. Donc j'ai travaillé avec des médecins qui travaillent notamment avec l'équipe de France de handisport d'athlètes, etc. Pour trouver des solutions à mes maux. Donc on a travaillé à base de patchs énergétiques, de sophrologie, etc. Et l'hernie s'est un peu résorbée, et au fil des semaines, j'ai réussi à retrouver un petit peu de mobilité, ma jambe s'est débloquée, et puis à reprendre finalement à zéro l'activité physique. Donc je me retrouve en fait au mois d'avril avec un chien qui arrivait à la maison et moi qui pouvais rebouger un peu. Mais en gros, je repartais de zéro, voilà, complètement de zéro. Et des championnats du monde qui arrivent finalement pas très longtemps après. Ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase de préparation? C'est quoi les grandes composantes de la préparation d'une telle compétition, et puis surtout dans un contexte où là, il y a vraiment tout à bâtir pour toi, enfin pour votre union, et puis toi aussi physiquement te reconstruire? C'est quoi les différentes étapes? Et puis est-ce que l'idée qu'on a, nous, d'une préparation sur une course traditionnelle avec du fractionné, du seuil, du long, du dénivelé, est-ce que tu intègres tout ça aussi dans une préparation de canicross, ou c'est très différent? Oui, il faut vraiment faire un travail très complet, parce que c'est un sport qui est très exigeant. Donc il a fallu évidemment que moi je reprenne à zéro finalement, que je reconstruise mon corps, que je me retrouve, que je change certaines choses aussi, parce que l'expérience m'a appris que évidemment j'ai fait des erreurs dans ma préparation. Donc j'avais l'expérience, mais moi j'ai redémarré comme si j'avais mon bagage qui était là, mais comme si je démarrais la course à pied en tant que telle. Et puis évidemment, parallèlement à ça, j'ai dû apprendre à Link, déjà instaurer cette confiance entre lui et moi. Et puis c'est vrai que c'est un chien qui est en perpétuel mouvement, et j'avais du mal à le saisir complètement. Et un jour, je me suis dit, bah voilà, je vais lui mettre le harnais, je vais aller faire 1 kilomètre avec lui et je vais voir ce que ça donne. Et donc évidemment, il savait pas trop comment se comporter. Et puis au bout de quelques centaines de mètres, tac, il s'est enclenché, il s'est mis dans le harnais. Et on s'est arrêté au bout de ce kilomètre-là, et il s'est arrêté, il s'est retourné, il a planté son regard dans le mien avec insistance, et son regard voulait dire... Il t'a fait un clin d'œil? C'est ça, il m'a dit, ok, je vois ce qu'on est capable de partager ensemble, je vois ce que tu es capable de m'apporter, on se comprend, on est fait pour faire ça ensemble. Il l'a compris comme ça, j'avais mis, je crois, 2 minutes 30 sur le kilomètre. En 2 minutes 30, il a compris ce qu'on pouvait réaliser ensemble. Et à partir de là, ça a été vraiment le début de la préparation, d'identifier nos points forts et nos points faibles mutuels. Et moi, j'ai toujours fait ma préparation en fonction des forces et des faiblesses de mes chiens. Et donc, j'ai dû identifier ce que Link était capable de faire, là où moi, je devais compenser certaines de ses faiblesses, et puis de construire toute la préparation. Et évidemment, ça passe par des gros travails de piste, ça passe par du travail de musculation, ça passe par du travail à vélo, ça passe par du travail de seuil, ça passe par du travail de descente pour habituer finalement à cette contraction excentrique dont je parlais tout à l'heure, pour habituer toutes les chaînes musculaires à se contracter en s'étirant de cette manière-là. Donc voilà, j'ai dû reconstruire notre binôme à zéro. Et c'est vrai que j'ai adoré cette phase parce qu'elle était pleine d'incertitudes, et le sport n'est pas une science exacte. Et donc j'ai aimé cette phase-là où finalement je devais redémarrer à zéro. Voilà. Avec quel objectif sportif vous vous présentez sur ces championnats du monde? Est-ce qu'on peut avoir des ambitions compte tenu du contexte et après ce que vous venez de vivre? Ou le seul fait d'être là, finalement, c'est déjà un accomplissement suffisant? Pas d'ambition. Alors dans ma tête, je reste compétiteur, et je me mets rarement sur la ligne de départ en me disant que c'est perdu, parce que sinon je le fais pas et c'est pas dans ma nature. Mais par contre, je savais pertinemment que en arrivant sur ces championnats du monde au mois d'octobre, donc quelques mois après avoir récupéré Link et un peu de mobilité, les chances étaient très 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 fines, parce que ça se joue à des secondes, parce que le niveau est très élevé, et que j'avais aucun recul. J'avais pas de saison derrière moi pour apprendre à Link le job. J'avais zéro recul. Donc j'y allais vraiment avec mes tripes, la préparation, l'envie, et cette idée de se dire ok, là ce que tu vas vivre, il y a quelques mois tu t'avais tiré un trait dessus parce que tu savais que tu ne pourrais plus jamais revoler en canicross,
Et là, tu as cette occasion-là, donc prends juste du plaisir et savoure. Et donc j'ai fait évidemment toujours ma préparation comme je le fais, de manière entière. Mais c'est vrai qu'en arrivant sur la ligne de départ, j'avais vraiment aucune indication du comportement de Link réellement dans l'effort, avec tout ce que ça implique et tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et encore moins de savoir comment moi j'allais emmagasiner une telle puissance sur un parcours comme ça, avec tout ce que ça impliquait, les attentes qu'il y avait. Donc zéro ambition, juste évidemment l'envie de faire du mieux possible. La situation est assez ambivalente autour de toi puisque tu dois composer avec un entourage qui est très bienveillant, mais tu dois aussi faire face à une certaine forme de scepticisme de la part de certains. Comment est-ce que tu vis ça? Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon toi, cette défiance? C'est normal, c'est humain. Avec Phoenix, on a pendant plusieurs années tout gagné. On était intouchable, et c'est vrai que ça peut énerver parfois quand tu gagnes tout le temps. Les gens pensent que t'es pas forcément humain, ou que tout te réussit et que c'est pas juste. Et c'est humain de parfois vouloir que les choses évoluent ou changent. Donc il y a ça. Il y a aussi des concurrents, même d'autres nations, qui mesurent pas l'ensemble de ce que tu as vécu sur ces derniers mois, et qui sont un peu contents de ce qui t'arrive, et que t'as un nouveau chien, t'as pas été présent pendant un an, c'est que t'es un petit peu sorti du coup. Donc il y avait toute cette énergie là qui était un peu négative, mais qui restait quand même minoritaire, mais qui a un petit impact sur soi. Et puis il y a tous ceux qui sont là et qui évidemment te soutiennent et qui t'apprécient pour ce que tu es. Mais les deux, moi, m'apportaient de l'énergie, vraiment. Parce que ça me nourrit, le fait que des gens doutent de moi, etc. Je suis plus le petit garçon que j'étais quand j'avais 7 ou 8 ans. Et aujourd'hui, même les énergies négatives, je sais les intégrer et les utiliser dans mon propre effort, et dans ma propre motivation, et dans ma propre capacité à aller me faire mal. Voilà. C'est pas ce qui me porte, mais c'est ce qui va me donner parfois aussi la petite étincelle. Et évidemment, ce qui me porte, c'est tous ceux qui m'aiment, qui me soutiennent et qui étaient là et qui me suivaient, soit qui avaient fait le déplacement, ou qui me suivaient via les médias, quoi. Donc voilà, évidemment, contexte particulier, mais surtout je me suis mis uniquement dans ma bulle avec Link, et j'étais concentré uniquement sur lui, parce que je savais qu'on avait de quoi faire quelque chose de bien. Je savais pas si c'était possible, mais je m'appuyais vraiment sur lui, et je voulais vraiment partager ça avec lui de manière entière, et sans que rien ne vienne entraver ce qu'on allait ressentir ensemble. Ça y est, nous sommes le samedi 6 octobre 2018. Vous êtes sur la ligne de départ. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un tel moment qui est visiblement particulièrement intense? Comment est-ce que tu as géré ce moment à quelques instants du départ, et puis cette grande première aussi pour Link? Comment est-ce que quelle était ton approche? C'est juste incroyable, parce que beaucoup de stress. Évidemment, le stress, on peut le transmettre aux chiens. Moi, j'ai vu des chiens très performants, être paralysés par le stress. Donc beaucoup de stress qu'il fallait que moi je gère, pour ne pas le transmettre à Link, qui est déjà un chien un petit peu nerveux. Il fallait qu'il sache que j'étais un point d'appui sûr pour lui, et que ça allait bien se passer, et qu'il fallait juste ce qu'on faisait à l'entraînement. Voilà. Donc il y avait ça, et donc évidemment j'occultais tout ce qu'il y avait autour. Et sur ce départ du samedi, on partait en contre-la-montre toutes les 15 secondes, et le champion du monde en titre partait donc 15 secondes derrière nous. Évidemment, avec tous les commentaires que j'entendais au départ, et des gens qui disaient le moine, au bout d'un kilomètre, il va voir Ben Robinson, l'anglais, passer, et puis ça va être réglé, etc. Et donc je pars avec Link, et je sais pas, mais j'étais vraiment chargé d'une énergie que j'essaye d'avoir sur tous mes départs, etc. Mais quand je revois un peu les photos, les vidéos, on était vraiment, il y avait que Link et moi, et j'essayais vraiment d'occulter ce qu'il y avait autour. Et au premier virage, on partait donc évidemment assez vite. Premier virage, sur un mauvais appui, je chute. Alors avec l'anglais qui partait 15 secondes derrière moi, évidemment 15 secondes c'est très très vite repris. Mais je me relève, et puis voilà, on fait la course, on s'exprime vraiment bien avec Link, on se trouve bien dans la foulée, dans l'effort. On va au bout de nous-mêmes jusqu'au dernier mètre. Et Ben ne revient pas sur nous, qui est un ami, donc je vais pas lui jeter la pierre. Ben ne revient pas sur nous. Je crois qu'il finit 11 secondes derrière nous de mémoire, donc il doit en gros au classement être 4 secondes devant nous. Et au classement général, on finit 3e, donc il y a un Tchèque Jaza, qui finit premier. Deuxième, c'est Ben, et puis 4 secondes derrière, c'est moi, mais je crois qu'on doit se tenir dans 10 secondes globalement après cette première manche. Donc moi déjà, c'était une sacrée victoire d'être là dans les meilleurs du monde. Évidemment, j'avais du monde derrière, j'avais d'autres Tchèques. Le 4e est 1 seconde derrière moi. Enfin voilà, ça se joue à rien du tout. Mais j'étais tellement content d'avoir fait ça.
que j'ai vraiment pris là les émotions telles qu'elles venaient et j'étais super fier de Link et de ce qu'il m'avait proposé et voilà, j'étais comme un gosse qui faisait sa première course, vraiment. Le lendemain, place donc à la seconde course avec cette fois un départ par groupe de 10 qui a été élaboré sur la base du classement de la veille. Est-ce que tu as en tête à ce moment-là et t'envisages d'aller chercher le titre? Est-ce que ça te semble réaliste ou tu es dans la même dynamique de te dire voilà, je vais profiter de ce moment, faire du mieux possible, je suis en reconstruction donc je vais savourer? Ou est-ce qu'il y a quand même un petit truc qui titille de te dire du potentiel que vous avez démontré en tout cas la veille? Est-ce que tu penses qu'il y a plus à aller chercher? Alors en fait, j'ai été déçu non parce que l'organisation avait fait le bon choix de réduire la distance parce qu'il faisait un petit peu chaud pour les chiens et c'était très bien. Mais du coup, ça occultait un petit peu ma marge de manœuvre d'un point de vue stratégique pour pouvoir essayer d'aller chercher les deux devant. Et du coup, quand j'arrive sur la ligne de départ, non, dans ma tête, c'est je veux pas être en dehors du podium, je veux pas que le Tchèque une seconde derrière me passe. Et je veux aller récupérer les 10 secondes que j'ai sur Jaza et sur l'anglais sur Ben quoi. Moi dans ma tête j'y allais pour gagner, mais je me suis dit on va pas prendre un risque inconsidéré. Je vais rester avec eux et puis je verrai au bout de 2 bornes si jamais je suis capable d'aller faire un dernier 1500 mètres de folie pour aller reprendre les secondes qu'il fallait quoi, parce qu'il y avait 3 km et demi de mémoire. Et puis au bout de 2 bornes j'ai vu que j'étais au rupteur, j'étais encore avec eux, mais que je pourrais pas aller plus vite que ça. Link, c'est pareil, c'était compliqué pour lui quand il se dépassait de se retrouver tout seul devant. Donc voilà, au bout de 2 bandes, j'ai compris qu'au mieux, il fallait que je reste avec Jaza et Ben et que là, au moins, j'assurais le podium. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. On s'est retrouvés à 400 mètres de la ligne ensemble. Et voilà, on arrive à la queue leu-leu. Jaza est devant, Ben derrière de mémoire, et puis moi je suis troisième, et on passe la ligne comme ça. Mais moi super ravi parce que voilà, je mets le pied sur le podium, on fait une médaille de bronze sur ces championnats du monde et c'est une médaille qui vaut de l'or. Et super fier du comportement de Link et puis de voir qu'on est dans le coup. Donc ouais, c'est vraiment un truc phénoménal de partir finalement du point zéro à quelques mois avant cette course et de voir ce qu'on a réalisé en Pologne à ce moment-là. C'était juste miraculeux et c'est vraiment là où je tire le plaisir. La médaille, elle est là et c'est un vrai plaisir. Mais quand je vois le plaisir que Link a pris dans l'effort, cette alchimie, ce partage qu'on a eu, cette intensité qu'on a eu, là je me suis dit c'est une sacrée résurrection et je la savoure à sa juste mesure quoi. Est-ce que tu te souviens du premier geste que tu as eu pour Link une fois la ligne d'arrivée franchie et puis est-ce que tu as ressenti de sa performance? Même si tu croyais en lui, j'imagine que ça a été quand même une surprise de voir le niveau qui a pu être atteint par vous deux. Comment tu vis ce moment spécifiquement avec lui? C'est incroyable parce que quand tu passes la ligne d'arrivée, évidemment, t'es pris par le tourbillon des gens qu'il y a autour de toi, des médias et tout, mais à chaque fois, de toute façon, quelle que soit la course, quand je finis une course ou un entraînement, la première chose c'est d'étreindre mes chiens. Mais là, j'ai pris Link dans mes bras et j'ai pleuré parce que la charge émotionnelle était forte et que j'étais tellement fier de lui. C'est encore une fois, il s'est pas déconcentré, il a eu peur de rien. On a dépassé sur la course du samedi plusieurs binômes, etc. Il a montré une force de caractère qui était vraiment incroyable. Et j'étais content d'avoir participé à cette construction chez lui et à sa résurrection aussi, parce que quelques mois avant, c'était un chien malheureux dans un appartement. Et là, il court en pleine liberté, il m'apporte ça, on partage ça ensemble. Donc, au-delà de la course et du résultat, c'est finalement, on s'est trouvés ensemble pour se sentir libre. Et tout ça, on l'avait montré à tout le monde. Voilà. Et moi, j'étais tellement fier de ça, à la fois pour ceux qui me soutiennent au quotidien, et puis pour mes détracteurs aussi, parce qu'ils m'ont apporté cette motivation supplémentaire, et sans aucune arrogance, hein, pas du tout, je suis pas dans cet état d'esprit-là, mais j'étais content de démontrer les choses et de prouver qu'on était là, et qu'il fallait encore compter sur nous, sur les saisons qui allaient arriver, et puis ça a été un super point d'appui pour après le record, je l'ai fait avec Link, on a fait encore des podiums internationaux, donc je savais qu'on avait quelque chose à construire ensemble, et c'était une belle histoire, et puis surtout j'ai évidemment une pensée pour mon Phoenix, parce que voilà, j'ai couru des années avec lui et ça m'a fait bizarre de ne pas courir avec lui sur ces championnats du monde, mais évidemment je lui ai dédicacé cette médaille parce qu'elle était aussi pour lui. La compétition, elle n'est pas tout à fait terminée, même si elle a déjà été très intense physiquement et en termes d'émotion, puisque l'après-midi de ce dimanche, place à l'épreuve par équipe.
Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée cette course qui s'est jouée à un tout petit rien et avec un niveau d'intensité qui est absolument hallucinant? Ouais, c'est fou. Là, le relais, c'est un truc de malade parce que toutes les nations sont réunies. On est donc 3 athlètes. Il y a la boucle d'1 kilomètre à faire. Et donc nous, avec l'équipe de France, les gars s'en sortent bien. Mes partenaires, ils arrivent à me passer le relais en deuxième position, mais vraiment tout le monde est serré. Et donc, ce qui est dingue, c'est que les Tchèques partent en premier. Au moment où moi je prends mon relais, les Tchèques partent en premier, je crois 3 ou 4 secondes devant moi. Moi, je pars en deuxième position et Ben Robinson l'anglais part 1 seconde derrière moi. Donc en gros, les 3 du classement général en individuel, on se retrouve à nouveau sur la piste pour 1 kilomètre. Donc là, on prend les mêmes et on recommence. C'est ça, on prend les mêmes et on recommence, sauf qu'on est sur 1 kilomètre et que là, on va se mettre le cœur dans la gorge. Et donc, j'arrive à revenir sur Jaza, sur le Tchèque. Et puis, on avait un dernier virage avant d'arriver sur la grande ligne droite. Et moi, je me suis dit, je vais rester derrière. Et au moment où je vais sortir du virage, je vais me décaler à gauche parce que le revêtement était un petit peu sablonneux. Et je me suis dit, je vais me décaler à gauche et je vais être sur une partie plus stable. Je vais avoir une meilleure motricité et je vais essayer d'aller le dépasser, quoi. Et donc, j'arrive à la sortie du virage avec peut-être 2 mètres de retard sur lui. Et donc, je me mets à gauche et là, je reviens. Link était déchaîné, il était déchaîné, il se mettait dans le harnais, il s'engageait, il voulait aller dépasser. Vraiment, il a ressenti toute l'émotion et l'engagement et l'enjeu de la course. Et il a voulu aller dépasser finalement le Jaza et son chien. Et on arrive tous les deux, on passe la ligne d'arrivée côte-côte, quoi. C'était impossible de déterminer qui avait gagné et on casse le buste un peu comme en athlé ou en triathlon où on s'écroule derrière la ligne d'arrivée. Et donc c'est uniquement les puces qui nous ont départagé. Et ça reste anecdotique, mais on finit, l'équipe de France finit médaille d'argent. J'ai pour 0,1 ou 0,2 secondes, je crois. On n'a pas réussi à aller gagner la médaille d'or. Mais encore une fois, c'est tout ce que Link m'a montré dans le comportement qui m'a fait vivre ses émotions. Et puis là, évidemment, il y a tout le monde qui vient autour de nous et qui nous félicite et les félicitations, elles ont vraiment une saveur particulière. Et je me rappelle la première phrase que j'ai dit à quelqu'un qui venait m'interviewer une fois la ligne d'arrivée passée, c'est je veux mourir en faisant ce sport. Voilà, parce que c'est tellement chargé et rempli d'émotions que moi je me sens bien et je me sens complet que quand j'arrive à partager ça avec mes chiens, quoi. Voilà. Donc c'était pas trop tôt par contre quand même, Anthony. Non, je garde ça pendant quelques dizaines d'années, j'espère. Mais c'est vrai que ça a été un week-end tellement chargé en émotions et j'étais tellement content pour les gens qui me soutiennent, qui ont cru en moi, qui me disaient que j'avais des ressources pour faire ce comeback. Et évidemment, je le dois en grande partie à Link. Hein. C'est à lui aussi que je dédie ce podcast parce que voilà, c'est cette force de caractère là et cette énergie là, c'est lui qui me l'a apporté au quotidien, évidemment. S'il n'y en avait qu'une, quelle serait l'image que tu garderais de ces championnats du monde? Quel est le moment marquant qui te vient à l'esprit quand tu l'évoques? C'est la ligne d'arrivée du relais, quoi. Parce que toute la pression finalement était finie. Ça y est, on avait prouvé ce qu'on avait à prouver. Et finalement, c'est le moment où je prends Link dans mes bras une fois la ligne d'arrivée franchie. Je savais pas quel résultat on avait fait, mais j'étais rempli de fierté. Vraiment, j'étais rempli de fierté de ce qu'on avait pu réaliser et de lui, parce que vous savez, en canicross, c'est 70% du chien, du comportement et de ce qu'il nous apporte. Hein. Et voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'étreinte que j'ai eue avec lui une fois que toutes les courses étaient passées et que la pression redescendait, quoi. Et à tel point que sur le podium, je l'ai pris dans mes bras comme un gosse, quoi. Tu vois, je voulais l'avoir contre mon cœur au moment du podium. Et voilà. Et moi, je suis plus que fier de ce qu'il m'a apporté. Et c'est vraiment le moment où c'est l'étreinte. Une fois que toutes les courses étaient finies, et là, il peut y avoir du bruit, etc. Et c'est comme si on était seul au monde, quoi. On va faire un petit saut dans le temps ensemble maintenant pour revenir à aujourd'hui. Tu as récemment été confronté à un problème de dos qui altère tes capacités. Tu es sur le chemin du mieux, mais voilà, aujourd'hui, dans quelle disposition et état d'esprit tu es pour la suite? Comment est-ce que tu te projettes sur l'avenir aujourd'hui? Ouais, alors c'est vrai que mes problèmes de dos ont pas disparu par magie. Hein. Je me suis retrouvé là à nouveau 10 mois bloqué. Donc pareil, hein, avec encore une fois, hein, c'est où je me disais que ça y est, j'avais fait le tour et qu'à 40 presque 2 ans, ça y est, hein, c'est normal, il y a rien de dramatique en soi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais voilà, là ça va mieux, j'arrive depuis quelques mois à bien me rentraîner, à retrouver un niveau digne de ce nom.
Ma dernière année internationale sera en 2022. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment d'être dans la meilleure disposition physique pour pouvoir faire cette belle année à la fois avec des championnats du monde qui vont avoir lieu en France, en Bretagne, et puis la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu au Canada. Si je peux terminer sur ces 2 belles échéances internationales, ce sera parfait. Et là, à plus court terme, dans 1 mois et demi, j'ai les championnats de France, mes derniers championnats de France que j'aimerais évidemment remporter avec Link. Voilà. Donc je savoure chaque foulée, chaque moment, chaque jour où j'ai pas de douleur, où je peux faire ma passion. Faut avoir conscience de ça vraiment au quotidien, d'avoir son intégrité physique, c'est quand même une sacrée chance. Et moi j'ai toujours dit, et c'est vrai, c'est au plus profond de moi, je le sens, dans la vie il n'y a pas d'emmerde, il n'y a pas de problème tant qu'on a la santé. Tant qu'on a notre capacité d'agir, alors on mettra des solutions en face de tout. Les seules vraies merdes, les seules vraies galères, elles sont physiques, elles sont médicales. Mais si on a la santé, alors il n'y a pas de problème, on mettra le temps, mais tous les problèmes sont résolvables. Voilà. Là, l'état d'esprit, c'est combattant, envie de reprendre les courses là qui arrivent dans 10 jours, et envie d'aller me voler derrière Link. Voilà, c'est ça mon état d'esprit. Est-ce que tu appréhendes l'après et la vie sans compétition ? Oui. Alors j'entreprends beaucoup avec mes partenaires. Aujourd'hui, je vis de ma discipline. J'ai cette chance-là. J'ai des partenaires qui attendent un peu ma fin de carrière pour travailler encore plus avec moi. Donc je serai toujours dans cet univers, dans cette passion. Mais évidemment, parce que même si je suis parfois usé du rythme que représente l'entraînement de haut niveau, c'est quotidien. C'est un job. Hein. Mais je fais le chemin psychologique de savoir que j'ai fait mon temps et que j'ai eu la chance de vivre tout ça, que c'est moi qui décide quand ça s'arrête. Il y a rien de pire finalement que d'arrêter une carrière sur une blessure et de sentir qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire. Moi, j'ai fait au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et tu sais, si on m'avait dit il y a 10 ans, si on m'avait dit Anthony, dans les 10 prochaines années, voilà quelle sera ta vie et ce que tu feras, j'aurais signé des 2 mains sans aucun problème. Donc là tout ce que je vis c'est du plus. Et évidemment, j'appréhende, mais j'ai tellement de choses à faire après. Et puis, même avec mes enfants, je suis quelqu'un de passionné par la vie. Donc, il y a plein d'univers que j'ai envie d'aller découvrir. Merci beaucoup, Anthony. Je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Donc, une citation qui t'inspire ou qui est représentative de ta philosophie de vie. Est-ce que tu as une phrase qui pourrait synthétiser ta vision des choses ? Oui, alors, j'en ai 2 qui me marquent. La première, et très rapidement, c'est... je sais plus de qui est cette phrase, elle est pas de moi, mais elle me guide. C'est le silence est le terreau fertile des injustices. Ce qui veut dire que finalement, quand ayez toujours votre parole, dites toujours ce que vous ressentez, pour ne pas vivre des choses comme des injustices. Il faut vraiment s'exprimer. On peut exprimer tous les avis à partir du moment où ils sont bienveillants. Pour ne pas ressentir la vie ou les choses qui se passent autour de nous comme une injustice, et ça va dans toutes les situations de la vie. Mais surtout, en ce qui me concerne moi au quotidien, dans mon sport, dans ce que je fais, c'est le jeu avant l'enjeu. Parce que je suis dans une discipline où évidemment on est engagé avec un animal, et que pour lui ça reste qu'un jeu, qu'on soit sur une ligne de départ pour un championnat du monde ou à l'entraînement dans la forêt en face de chez moi. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est partager du temps avec nous et nous donner le meilleur. Donc il faut jamais oublier, malgré l'enjeu, malgré les objectifs qu'on se fixe, que ça doit rester un jeu. Et si on prend ça réellement comme un jeu, alors la performance sera au bout. Mais il faut jamais faire passer l'enjeu avant le goût de jouer ensemble avec son chien. Et ça ne reste qu'un jeu finalement, et la vie n'est qu'un jeu, et de toute façon on n'en sortira pas vainqueur. Voilà, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup pour ce motto vraiment très inspirant. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Anthony de nous avoir permis de découvrir cette discipline qui est relativement méconnue aujourd'hui, le canicross. Je suis ravi d'avoir pu lui donner un coup de projecteur par ton entremise. Ça a été aussi une très belle découverte pour moi. J'avoue, ça a été très plaisant de me plonger dans toute la compréhension de ce qu'est le canicross. Ça a été plein de surprises. Et puis voilà, je voulais aussi te féliciter. Et quand je dis toi, j'associe pleinement Link à ce tour de force. Mais voilà, bravo pour votre tour de force réalisé à l'occasion de ces championnats du monde 2018 qui ont été une très belle renaissance et finalement le début d'un nouveau chapitre aussi, de nouvelles perspectives pour vous. Félicitations donc pour l'ensemble de ton œuvre et c'est un incroyable palmarès. Et puis voilà, je te souhaite de continuer à l'étoffer ces prochains mois avec tes échéances qui sont prévues pour 2022 et de clore ton incroyable parcours dans les meilleures conditions et surtout avec une santé flamboyante.
Merci beaucoup Guillaume, et le plaisir a été partagé. Et puis merci surtout de m'avoir donné la parole pendant 1h15. Et je trouve évidemment que ces podcasts sont importants et intéressants, comme je le disais, parce qu'on va puiser au fond des individus. Et donc tu as un rôle très important. Donc un grand merci pour cet intérêt. Voilà, plaisir partagé. Ça a été un très grand plaisir pour moi de passer du temps pour bien comprendre et aller au fond des choses. C'est ça que j'aime faire dans ce podcast et j'étais ravi particulièrement de le faire avec toi. Merci beaucoup Anthony, je te souhaite plein de bonheur pour la suite de tes aventures. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.